Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 17e séance. Et sans plus tarder, je demanderai d'avoir quelqu'un pour proposer l'ouverture de l'Assemblée. M. Guillaume Lévesque-Sauvé, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Nous débutons. Alors, au niveau de l'ordre du jour, veuillez noter que le point 5.2 est reporté. Et c'est le seul, Mme la greffière? Oui. Alors, ceci étant, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît? Mme Rajotte, appuyée par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, vous avez eu les procès-verbaux des séances du 2 et du 11 octobre. Est-ce que le tout était conforme? J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Mme Poisson, appuyée par M. Dubé, vous étiez absent, fait que j'aimerais mieux quelqu'un qui était présent. M. Savard. Donc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. 1.4 maintenant, c'est sur la procédure les résultats de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2018-14, qui, en fait, est l'emprunt concernant la construction des feux de circulation à l'intersection du chemin de la Beauce et du boulevard Cadieux. Et je tiens à le spécifier, qui comprend aussi des travaux de réfection de conduite, parce qu'on n'y aura pas creusé à deux occasions. Là. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions et ont dit « Oui, mais pas c'est cher pour des feux de circulation, 1,2 million. » Mais il y a quand même des travaux connexes qui se font aussi à ce niveau-là. Et donc, ce registre-là a été... bougez pas que je retrouve les coordonnées. Ah, je ne suis pas encore habitué. Alors, oui, mais je n'ai pas les chiffres, c'est ça que je voulais avoir. Que le registre a été... en fait, ça demandait, compte tenu que nous avons 10 659 personnes habiles à voter, que le nombre requis pour qu'il y ait un scrutin référendaire était de 1077 et que nous avons eu 14 signatures. Donc, conséquemment, le projet de règlement d'emprunt est adopté. En parallèle avec ça, on doit vous dire que suite au retour du MAMO, il y a des frais qui avaient été comptabilisés au niveau des montants qui avaient été dépensés en préalable. Nous avons eu une correction de la part du ministère, donc ils suivent effectivement ce qu'on leur dépose, et le nouveau montant qui est autorisé par le MAMO est de 1 point... On enlève 100 000, oui, exactement, c'est vrai. Donc, c'est exactement 100 000 qui est retiré du projet parce qu'on avait mis des frais de conception à l'intérieur de ça qu'on n'a pas pu faire absorber par le règlement d'emprunt. Ça va à ce niveau-là. C'était une information tout simplement. Donc, maintenant, l'avis de motion concernant le règlement 2018-17 sur la gestion des matières résiduelles. Donc, ce que nous avions établi, c'est que c'était uniquement par des levées mécaniques que le mode de collecte des matières résiduelles pouvait se faire, afin d'obtenir un plus grand nombre de soumissionnaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est que nous avons modifié notre règlement en disant que la collecte manuelle, quand même avec un levier arrière, parce qu'on ne change pas les poubelles, et ce n'est que les poubelles qui ont déjà été autorisées qui seront récupérées, qui seront collectées. Mais c'est uniquement ce type-là, mais ça pourra se faire de façon manuelle. Et aussi, c'était le 3.4 est simplement une concordance pour déterminer que les heures de dépôt en bordure de la rue sont après 20 heures la veille de la collecte, ou avant 7 heures le jour même de la collecte. C'était une concordance qu'il y avait à faire sur le règlement là, par rapport à une petite coquille, tout simplement. Donc, c'est un avis de motion. Donc, est-ce que quelqu'un le propose, s'il vous plaît? Madame Poisson. Donc, c'est un avis de motion simplement, donc juste une personne. Deuxième avis de motion concernant le règlement 2018-18 maintenant,
sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Beauharnois. Donc, suite aux modifications législatives, on doit ajouter un nouveau paragraphe au code d'éthique sur les employés municipaux à l'effet que certains employés municipaux, suite à l'adoption du projet de loi 155, comme vous le voyez, dans les 12 mois de la fin de l'emploi, ceux-ci ne peuvent pas appliquer dans des postes d'administrateurs ou de dirigeants sur des choses qui pourraient entrer en conflit, tout simplement, avec le poste qu'ils occupaient ici. Ça ne vise pas l'ensemble des employés, ce sont uniquement les postes de... C'est le fun, on m'a installé un écran, mais là, j'en perds un grand bout. Donc, les postes de directeur général, trésorier, directeur des finances et greffier. C'est sûr que la Ville a le loisir de pouvoir ajouter d'autres types d'emplois si elle le désire, mais pour l'instant, ce n'est pas notre intention. Donc, on se conforme à la loi, tout simplement, qui est la loi 155. Mais pour ça, j'ai besoin d'un proposeur concernant cet avis de motion. Monsieur Savard, c'est accepté. Maintenant, l'autre avis de motion sur l'entretien du cours d'eau Pouliot. Donc, ça aussi, c'est des travaux, vous le voyez à l'écran, c'est un cours d'eau qui est sur le chemin de la Beauce, ma mémoire est bonne. Beauce et Rang-Pouliot, effectivement. Alors, comme toutes les fois, ces travaux-là sont exécutés, sont sous la supervision de la MRC. Et par la suite, les frais sont divisés aux propriétaires riverains selon les superficies qui vont se jeter dans ces cours d'eau-là. Donc, c'est un avis de motion pour que nous puissions aller décréter le taux de taxation et vous avez l'ensemble des propriétaires riverains qui sont touchés par ça. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'avis de motion, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, on passe à la prochaine étape. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est le règlement numéro 2018-15 pour l'emprunt de 413 810 concernant le gainage des structures d'égouts sur la 27, 28 et 29e avenue. Donc, ça a déjà fait l'objet d'un avis de motion le 2 octobre. Et c'est pour que ce règlement-là, maintenant, soit adopté, en autant que j'ai un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Nous allons pouvoir faire des travaux de réfection dans nos avenues. Le règlement 2018-16, maintenant, sur les modalités d'avis public. Donc, ça aussi, nous l'avions expliqué lors de l'avis de motion, c'est que dorénavant, l'ensemble de nos avis publics vont être sur le site Internet de la Ville. Et lorsque nous aurons des publications du BBI, nous en ferons quand même un résumé, mais l'ensemble des publications, comme c'est maintenant permis par la loi, ça va nous permettre d'avoir deux objectifs. Premièrement, c'est d'être capable de pouvoir respecter les délais, mais souvent des raccourcis, parce qu'il fallait toujours attendre les publications, ce qui, des fois, était un peu contraignant. Donc, c'est une contrainte qui va être de moins à ce niveau-là. Mais l'ensemble des délais qui étaient déjà prévus vont être respectés. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à ce niveau-là. Madame Rajotte, appuyée par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Calendrier maintenant des séances ordinaires pour l'année 2019. Donc, ce qui vous est proposé, c'est que pour l'année 2019, plutôt que de cibler le premier mardi du mois, le premier mardi, c'est d'aller au deuxième mardi. Deux choses qui sont derrière ça, c'est que plusieurs congés arrivent souvent en conflit, donc ça nous obligeait des fois soit à travailler de façon très serrée ou à décaler les assemblées. Et la deuxième des choses, c'est au niveau des états financiers qui sont présentés à l'ensemble du Conseil. Donc, on veut toujours essayer d'avoir les états de la fin du mois, mais vous comprendrez que quand le premier mardi du mois arrive le premier du mois, la trésorerie a un petit peu de difficulté, même s'ils travaillent de nuit, des fois, à nous fournir les données pour le lendemain matin. Donc, c'est de changer notre pratique et maintenant de viser le deuxième mardi du mois. Évidemment, vous comprendrez qu'en janvier, à cause de la fête du jour de l'an, nous allons quand même être au troisième cette fois-là. Et au mois d'août aussi, nous allons reporter l'Assemblée du mois d'août au troisième mardi, de façon à donner là, une plus grande période estivale là, aux membres du Conseil.
Donc, ça me prend par contre un proposeur et un appuyeur à ce sujet-là. Monsieur Savard, Madame Poisson, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Et nous allons prendre toutes les précautions nécessaires. Je vois Mme Toulouse avec son petit sourire. C'est que Mme Toulouse avait tout prévu ses vacances en fonction qu'on restait avec le même calendrier, ce qui va faire en sorte que Mme Toulouse va manquer 3 assemblées, mais on va en tenir compte dans nos doléances à ce niveau-là. Et nous allons l'excuser pour chacune de ces 3 assemblées-là qui n'étaient pas son calendrier original pour lequel elle avait tenu compte de l'ancien. Alors, une motion de félicitations maintenant, et c'est à l'égard, puis je suis content, Mme Desrochers, elle est parmi nous. Alors, Mme Desrochers, si vous voulez vous lever, s'il vous plaît, que les gens vous reconnaissent. Alors, oui, vous pouvez l'applaudir, mais vous allez pouvoir la réapplaudir maintenant. Donc, Mme Desrochers a fait partie d'un groupe de 4 artistes qui ont fait des œuvres dans 4 municipalités. Donc, Beauharnois a été la récipiendaire d'une de ces œuvres-là. Sainte-Martine en a eu une, Mercier et Saint-Isidore. Nous avons fait une tournée royale en autobus scolaire pour aller visiter par un beau dimanche après-midi les 4 œuvres. Et la dernière qui a été dévoilée est celle de Mme Desrochers, qui est située sur les terrains du Musée québécois d'archéologie Pointe-du-Buisson. Donc, c'est à travers ces 4 œuvres-là, excusez-moi, on retrouve justement des confections de chacune des artistes où elles se sont échangées des parties de l'œuvre pour que, exemple, l'œuvre de Mme Desrochers que vous voyez se retrouve autant dans celle de Sainte-Martine, dans celle de Mercier que dans celle de Saint-Isidore et vice-versa. Donc, c'est vraiment un collectif. C'est 3 artistes extraordinaires. La première qu'on a dévoilée a été à Sainte-Martine. Par la suite, c'était Mercier, Saint-Isidore et finalement Beauharnois. Et non seulement ces œuvres-là, vous êtes invités à les voir, mais nous allons aussi pouvoir pérenniser un peu toute la création de ça. Parce que M. André Desrochers, cinéaste bien connu de la région, a aussi filmé pendant toutes ces œuvres-là. Et il y a une partie interactive qui va être mise de l'avant en 2019 pour que vous puissiez apprécier encore de plus près ces œuvres-là. Donc, c'est une motion de félicitations à l'égard de Mme Desrochers que j'aimerais bien proposer, mais je vais laisser la chance quand même aux conseillers et conseillères de le faire. Mme Poisson, Madame Rajotte. Et sur ça, est-ce que quelqu'un s'y oppose? Tout si bien que non. Alors, Madame Desrochers, félicitations. Et en passant, une petite anecdote, au moment où Mme Desrochers faisait son implantation à la Pointe-du-Buisson, c'est la journée où j'accompagnais les gens de la délégation de la Ferté beauharnaise qui m'accompagnait au musée et on a rencontré Mme Desrochers en train de faire la dalle de béton qui soutient son œuvre. Donc, on est arrivé vraiment dans un bon moment. Ça a permis des beaux échanges. C'était vraiment extraordinaire. On aurait essayé de mettre ça en parfaite synchronisation comme ça aurait été impossible, mais là, tout s'est très, très bien fait. Alors, encore une fois, félicitations. Le point 4.3 maintenant, qui est le renouvellement à l'adhésion de l'Union des municipalités du Québec, et du Carrefour du capital humain. Donc, c'est au montant de 14 689,75 $. Évidemment, c'est un montant qui va être payé l'an prochain, mais c'est pour autoriser la dépense en 2019. Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Modification concernant l'amphithéose de la maison des enfants Marie-Rose. Donc, le dossier se poursuit. Dans le montage financier, ce qui a été demandé, entre autres par le Fonds de solidarité, qui, à travers son volet social, sera un des prêteurs pour compléter les travaux, est à l'effet que le bail amphithéotique, qui était de 25 ans à l'origine, que nous avions modifié à 30, le soit à 50 ans, de façon à permettre
à ce qu'au début, il y ait une deuxième hypothèque sur le bâtiment, mais que lors d'un renouvellement, lorsque les premières années seront passées, bien qu'on puisse le mettre tous sur un premier rang, mais que la pérennité, justement, de l'emprunt soit sur une plus longue période. Donc, ce qui nous a été demandé, c'est de le faire sur une période de 50 ans. Ce à quoi, si j'ai un proposeur et un appuyeur, nous irons de l'avant. Madame Poisson, évidemment, et M. Savard. Donc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Donc, nous allons compléter à ce niveau-là les différentes démarches devant le notaire pour que le tout puisse se réaliser le plus rapidement possible. Autorisation de signature maintenant sur, je ne vous citerai pas tous les lots, mais en fait, c'est concernant les travaux sur la rue Ellis. Donc, nous sommes toujours en attente des plans d'Hydro-Québec. Par contre, ça avance, il faut se consoler, ça avance et ce qui nous est demandé, c'est pour être capable d'implanter les infrastructures souterraines. Donc, on parle de caniveaux qui vont empiéter sur des propriétés soit publiques ou autres, et ainsi que les différentes chambres qui sont nécessaires à la réalisation des travaux. Donc, c'est pour autoriser justement de signer les servitudes nécessaires au profit d'Hydro-Québec et des entreprises de télécommunications qui vont devoir utiliser toutes ces canalisations souterraines-là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Madame Rajotte, appuyé par Monsieur Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Nous pourrons aller de l'avant. Vous avez vu les différents plans là, où les infrastructures en question seront implantées. Octroi de contrat maintenant, supplément de dépenses pour la modification du réseau de distribution du système d'éclairage sur la rue Urgel-Bourgie, en fait, avec l'implantation du... Excusez. Excusez. Ah, c'est ça. Novembre étant le mois des morts, je m'excuse. Bon, Urgel-Charrette, merci, M. Guillaume. Mais quel lapsus. Donc, Urgel-Charrette, excusez-moi. Donc, suite justement à l'implantation de IKEA, il y a une rue que nous avons dû déplacer les canalisations et tout, et ça a eu une répercussion aussi sur l'ensemble du réseau électrique pour l'éclairage des rues. Donc, on se doit d'ajouter des cabinets de distribution. On avait déjà octroyé là, une modification pour l'implantation de nouveaux poteaux électriques à ce niveau-là. Et c'est de pouvoir compléter les travaux qui sont d'un ordre supplémentaire de 8 748,30 $ pour les fameux cabinets et les disjoncteurs qui sont requis à ce niveau-là. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé par M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Embauche d'un technicien à l'environnement. Donc, il y a eu une conversion sur un poste. M. Bergeron était, puis on va le voir dans la même résolution. Donc, M. Bergeron, qui était à l'embauche de la Ville depuis 2016, va reprendre un poste, au lieu d'être chargé de projet, un poste de technicien en environnement. Donc, le poste a été affiché en bonne et due forme. M. Bergeron l'a eu. Et c'est pour confirmer sa nomination à ce titre-là. Et par le fait même, nous allons abolir le poste qui était celui de chargé de projet au service d'ingénierie. Ah, excusez, je l'avais vu dans la même au début. Bon, excusez, je pensais que c'était dans la même que si c'était fait. Bon, mais on y verra un petit peu plus loin. Alors, on va commencer par nommer M. Bergeron au poste de technicien en environnement chez proposeur M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. M. Bergeron est-il ici ce soir? Non, je ne le vois pas. Alors, félicitations quand même, M. Bergeron. Et nous verrons plus tard à un autre volet de son poste. Politique d'intégration salariale du personnel cadre de la Ville de Beauharnois. Donc, ce projet-là a fait l'objet de plusieurs discussions au niveau des comités pléniers.
Donc, on avait des gens qui avaient ce qu'on appelle des salaires étoilés. Et c'est d'être capable de ramener l'ensemble, parce qu'on n'avait pas de politique claire à ce niveau-là. Autant lorsque quelqu'un avait une promotion, une mutation, une rétrogradation ou une réaffectation, c'est tous des termes qui finissent en ion, mais ce sont tous des mouvements de personnel. Donc, c'est d'adopter la politique d'intégration salariale pour s'assurer que ce soit les mêmes règles du jeu pour tout le monde et que ce soit clair pour tout le monde. Donc, on clarifie la situation en autant que j'ai un proposeur, Mme Rajotte, appuyé par Mme Toulouse. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Je suis rendu à l'abolition du poste de chargé de projet Colblanc. Excusez-moi, j'étais resté sous l'impression qu'il était dans la main. Alors, compte tenu que M. Bergeron a libéré ce poste-là et qu'il n'est pas de notre intention de le recombler, donc c'est pour procéder conformément aux dispositions de la Convention collective à l'abolition du dit poste, en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Savard, appuyé par M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Approbation de la liste des comptes à payer. Donc, vous avez eu l'opportunité de regarder et de poser vos questions. C'est un montant de 2 millions, on va l'arrondir à 2 millions, donc pour le mois d'octobre. Donc, les questions que vous avez posées, les réponses étaient claires. Est-ce que j'en ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Comme à tous les mois, vous avez le dépôt de l'état des revenus, des dépenses sommaires, des fonds d'administration et fonds d'investissement. Je n'ai pas vu passer de questions sur ce sujet-là. Est-ce que c'était clair pour tout le monde? Donc, c'est simplement un dépôt. Et maintenant, un dépôt des états comparatifs, là, c'est en fonction de la nouvelle loi qui est sur laquelle... Excusez-moi, j'ai quoi dans mes lunettes? Alors, c'est en fonction des dispositions sur la loi des cités et villes, mais ce sont de nouvelles dispositions qui ont pris force cette année. Donc, ce qu'on se doit de faire, c'est que on doit adopter, dans le fond, 2 états comparatifs. Le premier compare les revenus et les dépenses de l'exercice financier courant, réalisé jusqu'au dernier jour du mois qui s'est terminé, au moins 15 jours avant celui de l'état où il était déposé. Donc, on comprendra c'est celui du mois d'octobre. Et ceux de l'exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période correspondante de celui-ci. Le second rapport, lui, compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant, donc de la façon qu'on prévoit finir l'année, au moment de la préparation de l'État et selon les renseignements dont dispose alors le trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. Donc, ce sont de nouvelles dispositions et ces états-là, vous les avez reçus et ils sont disponibles pour, si des gens veulent en avoir des copies. Ça va pour tout le monde? 6.4 maintenant, autorisation de signature, augmentation de la marge de crédit à la Caisse populaire de Beauharnois. Donc, actuellement, nous avons une marge de crédit qui est de l'ordre de 4 millions et compte tenu que la prochaine période de taxation est au mois de février, si nous voulons continuer de payer nos comptes d'ici là, on se doit de l'augmenter à 12 millions sur une période temporaire et on a un calendrier de remboursement qui est prévu à cet effet-là. Mais évidemment, on a besoin de ces liquidités-là pour compléter notre année et entamer l'année 2019. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ratification de contrat maintenant. Donc, ça aussi, vous avez eu, les membres du Conseil, l'information. Nous avons agi rapidement parce qu'on ne savait pas exactement les conditions météorologiques qui nous attendaient. En fait, c'est la fameuse conduite qui traverse le petit canal à côté du pont d'Hydro-Québec dans le secteur de Melocheville. Donc, cette conduite-là, nous avions une fuite quand même fort significative. Au courant de l'été, parce que nos réserves d'eau baissaient drastiquement avec cette fuite-là, on a installé un réseau temporaire
Et vu qu'on se retrouvait dans ce petit canal-là, avec le ministère de l'Environnement, toutes les autorisations, c'était complexe. Et on ne savait pas exactement l'état de la conduite. On a été capable de finaliser l'inspection après que le réseau temporaire ait été installé. Et grâce à un travail de gainage, donc on a été capable de corriger l'ensemble de la fuite. La canalisation était dans un bon état. Le problème était au niveau des joints, où on s'est aperçu à un moment donné que probablement là, que ça avait travaillé au fil du temps. Et le gainage a tout réglé ça, donc, mais on se devait d'agir rapidement pour s'assurer justement de ne pas être pris avec des conditions climatiques qui n'auraient pas permis ça et surtout qui nous auraient, où on aurait été empêtré avec un réseau temporaire pour l'hiver où là, ça n'aurait vraiment pas fonctionné. Donc, on a eu une seule soumission à ce niveau-là, qui est la ferme Aquaréable. Il n'y en a pas des tonnes non plus qui font ce genre de travail-là. C'était une soumission au montant de 58 680 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour ce faire. M. Savard, appuyé par M. Dubuc. C'est adopté et les travaux sont faits. Annulation de l'appel d'offres maintenant sur le service de déneigement et d'appandage d'abrasifs sur nos routes de campagne. Donc, l'année passée, la Ville avait pris sous son aile le déblaiement de ces routes-là. Cette année, on a voulu retourner en soumission en bonne et due forme. Donc, on avait fait deux options pour ce faire. Donc, une partie d'option où on incluait la totalité de nos rangs et une deuxième option où on disait, bon, mais si l'entrepreneur, justement, n'a pas à se promener sur l'ensemble du territoire, on devrait avoir de meilleurs prix. Ce qui est vrai, mais à des taux qui sont sortis nettement bien au-delà de tout ce qu'on pouvait penser. Donc, on parle des prix qui ont dépassé de 400 % les prévisions. Vous avez les deux entreprises qui ont soumissionné, donc Cambec de la Chine avec un montant de 1 266 000 pour l'option A et 1 155 000 pour l'autre. Et Pavage Ultra à 1 311 000 dans les deux cas, que ce soit l'option A ou B. Lui, il a dit, pour moi, ça ne fait pas de différence. Un coup, je suis rendu à Bois-Noir, c'est le même job. Donc, vous comprendrez qu'avec des montants de cet ordre-là, nous n'irons pas de l'avant et nous allons annuler l'appel d'offres en question. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour ce faire et d'un appuyeur, M. Savard, Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Fourniture de vêtements, bottes et souliers de travail. Donc, nous avons des obligations contractuelles, que ce soit envers les cols bleus ou envers les pompiers. Donc, nous avons été en soumission pour l'ensemble des dépenses qui sont prévues, là. Donc, on parle autant des bottes de sécurité que des différents vêtements. Col bleu et pompiers. Donc, c'était un montant qui, l'estimé était à 77 893 $. Les soumissions, nous avons eu deux soumissionnaires. Donc, promotionnel plus de Ville-Mercier à 75 061 $. Et l'équipeur, donc une firme qui son siège social est à Calgary, à 86 000 $. Donc, c'est d'autoriser la dépense auprès de promotionnel de Ville-Mercier. Est-ce que j'ai un proposeur et un appuyeur? Proposé par Mme Toulouse, appuyé par Mme Rajotte. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Collecte des matières résiduelles, bien, ça fait suite un peu à la modification de notre règlement. Donc, nous avons été en soumission à ce niveau-là. Il y a eu 3 soumissionnaires, donc Colcel Transit, Ricova et Robert Daou. Donc, les montants variaient entre 201 000 et 249 000 $. Et conformément là, à l'ouverture des soumissions et au plus bas soumissionnaire conforme, ce qui est bien important de dire parce que souvent, vous voyez qu'il y a des soumissionnaires qui ne sont pas conformes. Mais Colcel, avec la soumission de 201 258 $, était conforme et le plus bas soumissionnaire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour donner le contrat à Colcel.
Proposé par M. Dubuc, appuyé par Mme Rajot. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ratification de contrat, maintenant, c'est achat de matériaux pour l'isolation de la dalle de la capitainerie. Donc, nous ne pouvions compléter les travaux avant la période hivernale. Donc, il y a des recherches au niveau de l'ingénierie qui ont été faites pour regarder comment protéger la dalle pour cet hiver sans avoir à chauffer l'extérieur. Donc, ça va être un recouvrement de styrofoam. Premièrement, on a remblayé l'ensemble de ce qui entoure la dalle de béton. Donc, il y a eu du remblai de fait. Et la dalle va être protégée par de l'isolant rigide et des bâches qui vont être apposées par-dessus pour être capable de la protéger en bonne et due forme. Et nous avons eu un avis des ingénieurs à ce niveau-là pour s'assurer que la protection est adéquate. Donc, le plus bas soumissionnaire au niveau de l'isolant rigide est Quincaillerie Pouliot au montant de 11 430 $. Et au niveau des bâches, c'est aussi Quincaillerie Pouliot au montant de 487,51 $. Monsieur Savard, vous en faites la proposition? OK. Excusez-moi. C'est ça. Donc, proposé par M. Savard, appuyé par Mme Rajot. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Je n'ai pas encore tout à fait le réflexe de regarder mon écran. Ça va venir. Mandat à l'Union des municipalités du Québec maintenant concernant l'achat de carburant et de mazout en vrac. Donc, on va vers l'Union des municipalités qui négocie l'ensemble des prix, ce qui fait en sorte que chaque lundi, nous recevons la liste des prix des carburants et nous choisissons les moments les plus propices pour faire nos achats. Donc, c'est un contrat qui va être de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022. Est-ce que j'ai un proposeur à cet effet? Proposé par Mme Toulouse, appuyé par M. Lévesque-Sauvé. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Ratification, octroi et rectification de contrat, maintenant, c'est toujours dans la suite de nos mises aux normes de nos usines de pompage. Donc, dans les différents travaux qui vous ont été présentés, il y en a qui ce sont des avenants de l'an passé, en fait, parce que lorsqu'on a voulu faire des travaux, entre autres à la station des Vestiges, pas des Vestiges, excusez, des Rapides, dans le secteur de Melochville, l'année passée, vous vous souvenez, le niveau du lac Saint-Louis étant très élevé, lorsqu'on a essayé de baisser le niveau d'eau pour être capable justement d'exécuter les travaux, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on pompait le lac parce qu'il y avait des infiltrations et qu'on n'en venait pas à bout. Donc, c'est des travaux supplémentaires qui ont été requis à ce moment-là. On a aussi eu certains équipements qui étaient enlisés là, dans des sédiments pour lesquels il a fallu justement qu'il y ait des travaux supplémentaires qui soient effectués. Et différents travaux, là, dont la réfection d'un massif de béton. Donc, on en a pour un total de 28 907,49 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur à cet effet. M. Savard, M. Dubuc, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Travaux de pavage sur la rue Faubert. Donc, lorsque les travaux d'asphaltage ont été faits sur le développement du sanctuaire du lac, donc on s'est aperçu qu'au moment de faire la jonction avec la rue Faubert, qui était une rue qui finissait dans le fond un peu en cul-de-sac, évidemment, l'asphalte qui était à cet endroit-là là, était vraiment en mauvais état. Donc, on a fait une distance de 228 mètres supplémentaires par pavage ultra au montant de 9 700 $. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Mme Rajot, Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Autorisation de signature, maintenant, demande de reconnaissance. Donc, nous avons des mécaniciens qui font l'entretien de nos véhicules. Nous avions déjà été certifiés pour être capables de faire le programme d'entretien préventif nous-mêmes.
Cette possibilité-là, au fil du temps, avait été à un moment donné délaissée. Et ce qu'on nous demande, c'est de revenir justement avec le fait que nous ayons des personnes autorisées et qui soient reconnues par la SAQ pour effectuer le programme d'entretien préventif. Et que ce soit M. André Roussel, le chef mécanicien, qui soit autorisé à faire tous ces travaux-là et signer les documents afférents. Donc, M. Savard, M. Guillaume Lévesque-Sauvé, est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. PIIA du 31 rue Saint-Laurent maintenant. Donc, c'est la propriété que vous avez à l'écran, donc qui était au goût des saisons, bâtiment de M. Leduc. Donc, c'est de faire la réfection de son revêtement extérieur. Son revêtement, malheureusement, n'a pas résisté au fil du temps. Donc, il va changer carrément le type de matériaux, mais la maison va garder les mêmes allures qu'elle a actuellement, mais avec de nouveaux matériaux. La recommandation que vous avez du CCU en est une d'acceptation. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, M. Lévesque-Sauvé, Mme Poisson. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Maintenant, notre programme de soutien à la vitalité urbaine, c'est l'immeuble qui est situé au 189-191 chemin Saint-Louis, en fait, derrière l'église Saint-Clément, juste devant la rue Saint-Joseph. Vous avez à l'écran, justement, la réfection qui a été faite sur le bâtiment. C'est des travaux quand même considérables qui ont été effectués. Je pense qu'on a rajeuni un bâtiment qui en vaut vraiment la peine. C'est des travaux qui sont élevés à 31 000 $, mais c'est pour qu'ils puissent recevoir la subvention maximale qui est de l'ordre de 10 000 $, en autant que j'ai un proposeur et un appuyeur. Mme Toulouse, appuyée par M. Savard. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? C'est adopté. Alors, vous avez vu qu'on n'avait rien au loisir et rien non plus à la sécurité incendie, les deux directeurs étant en vacances. J'espère qu'ils vont écouter la fin de la cassette pour le savoir. Alors, nous en sommes maintenant aux communications des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez adresser à la population? Mme Rajotte? Moi, c'est une invitation à la soirée casino que le comité de la Fête des citoyens font la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, le 24 novembre. Au centre multifonctionnel. Si vous voulez avoir les billets, vous pouvez les procurer chez Confiserie Clémex, puis Ville de Bois-Moi ici, au montant de 20 $. Puis les billets sont limités, donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir chercher vos billets ici. Un gameplay qui coûte pas cher ce soir-là. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres communications? M. Savard? Première des choses, au niveau des bâtiments sur la rue Saint-Laurent. Vas-y. Donc, mon nom est encore après la clôture. Les bâtiments vont être démolis. C'était rencontré à la ville, on attend l'appel. On était supposé rentrer hier ou aujourd'hui. Il y avait un petit peu d'amiante à l'intérieur. Je pense que c'est complètement enlevé ou ça achève. Puis ça va être démoli avant la fin du mois de novembre. Fait que, merci tout le monde de la population, tous les gens qui m'ont aidé dans ce dossier-là. Service des incendies et l'urbanisme aussi complet. Deuxième des choses. Est-ce que vous me permettez juste un complément d'information qu'on a eu à 16 h à peu près cet après-midi? Oui, c'est ça. C'est parce que je l'ai eu après qu'on se soit parlé. Donc, ce qui a retardé un petit peu cette semaine les travaux, c'est qu'on va devoir faire une déviation sur la rue Saint-Laurent. Donc, pour ce faire, compte tenu que c'est une route provinciale, donc il faut avoir l'autorisation du MTQ à ce niveau-là. Et ça n'avait pas été fait d'emblée. Donc, c'est ce qui a retardé un peu les travaux, là, mais on s'est assuré. Et oui, la fermeture des lignes de gaz, parce que le gaz avait été identifié, mais ils disaient on va faire attention. Ils ont fait attention à Valleyfield, puis il a fallu qu'ils évacuent un quartier important à un moment donné. Fait qu'on va essayer de ne pas se ramasser avec les mêmes contraintes, donc en même temps que s'assurer que les conduites de gaz soient fermées pour le temps des travaux et que les déviations soient faites en bonne et due forme.
Donc, on s'est assuré cet après-midi avec le promoteur, je veux savoir pour être sûr qu'on ne lâche pas prise. Bon, quand est-ce que ça va être démoli, selon vous autres? C'est engagé lundi prochain. Pardon? Lundi prochain, l'appel qui s'est engagé à nouveau. Lundi prochain, ça veut dire que lundi prochain, ça devrait démarrer la démolition. Bon. Dans un deuxième temps, je voudrais souligner le 6 novembre 1978, mon père avait été élu ici au Conseil de la Ville et il avait décédé cette journée-là aujourd'hui, la journée qui avait été élu. C'est juste de faire un petit souvenir à mon père comme de quoi qui avait été élu, ça fait 40 ans aujourd'hui. Fait que donc, merci à tous les gens qui, pour la question de la démolition des bâtiments, et bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup, M. Savard. Et nous aurons une bonne pensée pour votre papa, effectivement, que j'ai connu un petit peu avec la aussi. Est-ce qu'il y a d'autres communications? En fait, je voudrais profiter du fait que c'est notre premier anniversaire également d'élection pour... ça m'a permis de faire un bilan de la modeste contribution, si on veut, que j'ai pu faire au cours de la dernière année. Je dirais que c'est surtout de l'apprentissage et de l'observation du déroulement puis du fonctionnement de la ville en ce qui me concerne et de garder en tête mon intention de publiciser auprès des citoyens les soirées d'assemblée, de rendre plus transparentes aussi les procédures municipales quand il y a des règlements et qu'il y a des possibilités où on demande l'avis aux citoyennes et aux citoyens. Donc, ça fait partie des choses que je trouve importantes et que j'ai envie de continuer à faire une étape à la fois. Ensuite, il y a des partenariats qui existaient déjà, mais qu'on a continué à renforcer avec l'école secondaire, la maison des enfants aussi, que les membres du conseil appuient avec l'amphithéose, entre autres, puis le soutien qu'on peut leur offrir là, pour aller de l'avant avec leurs beaux projets. Et un comité sur la mobilité durable qui sera bientôt en route. On en a discuté déjà, mes collègues au conseil m'appuient dans ce projet-là. Il y a des petits détails dans le fonctionnement à régler. Puis en 2019, là, on devrait pouvoir fonctionner puis traiter les dossiers plus concrètement. Cette année-là m'a permis aussi de voir que quand je me suis présentée, j'avais en tête des enjeux, mais il y a deux enjeux très, très importants que je n'avais pas mis en place. Le premier est celui de l'environnement. On lit les journaux, on voit les nouvelles, tout le monde en parle, qui est une émission populaire qui est beaucoup regardée, il y en était question. Je lisais aujourd'hui que la CMM appuie une déclaration, la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique. C'est vraiment un enjeu qui est important. Je pense à mes enfants, puis éventuellement les enfants de nos enfants. Il faut qu'on se mobilise. Les petits gestes, oui, mais aussi comme municipalité, on a un pouvoir de parler avec le gouvernement provincial. Il faut qu'on serve de ce pouvoir-là pour faire réellement et concrètement quelque chose. Je demande aussi aux employés municipaux s'il y a des gestes qu'ils voient dans leur quotidien qui peuvent faire une différence en ce qui concerne l'environnement, qu'ils les soumettent, ces propositions-là, ces suggestions-là. Et les spécialistes disent que c'est le transport qui est un des plus grands mal, là, si on veut, de l'environnement. Alors, les mesures qu'on est capable les représentations qu'on est capable de faire auprès des instances de transport en commun, je souhaite qu'on puisse aller toutes les chercher pour encourager l'utilisation, mais augmenter l'accès aussi qu'on peut avoir dans notre région. Le dernier point, c'est vraiment la question de la valorisation de notre patrimoine. Loin de moi de me mettre en opposition là, avec le commentaire de M. Savard là, juste avant concernant la démolition des bâtiments. Je comprends la situation, mais d'un autre côté, ce sont des bâtiments aussi qui ont été relevés par la MRC comme notre patrimoine bâti. L'histoire a fait que ces bâtiments-là n'ont pas eu l'assistance au moment
au moment où il aurait fallu donner une assistance. Donc, c'est sûr que je l'ai partagé avec mes collègues. Je trouve ça triste qu'en faisant disparaître des bâtiments comme ça, on fait disparaître aussi une partie de notre histoire. Donc ça fait partie des enjeux aussi que ça ne se reproduise plus pour d'autres bâtiments qui sont encore, avec lesquels on peut encore faire quelque chose. C'est vraiment le souhait que j'émets ce soir. Merci beaucoup. C'est en train de vous dire deux choses. J'ai reçu une lettre de M. Serge Roson, qui est revenu habiter avant moi. C'est juste pour identifier qu'au niveau des bâtiments, j'ai reçu bien votre lettre. Et puis qu'au niveau aussi de la marina, ça va se faire au courant de l'année prochaine. Puis au niveau aussi des bâtiments, mais oui, ça va se faire. Fait que donc, merci beaucoup de votre appui par écrit. Puis là, juste pour une chose, pas aujourd'hui, j'ai reçu un email de Toronto, de Chine, je pense, de Industrial Park Information Inquiry. Fait que je voudrais faire, Jacques, te transmettre ça ce soir pour qu'on ait un appel demain là-dessus. Ça vient de Niagara Falls, je pense que c'est des investisseurs chinois. C'est bien? C'est là. Je serai plus suivi. Alors, avant d'aller, excusez, la période de questions du public, j'aurais un petit point à souligner. On n'a pas ça souvent, des gens auxquels on peut dire qu'ils ont 36 ans de service au sein de la municipalité. On n'en a pas eu beaucoup. On a assez des doigts d'une main pour les compter, mais je pense qu'il y en a une qui est encore parmi nous. Le 2 novembre dernier, Mme Fortier, à ma droite, elle a commencé à l'âge de 2 ans, là, OK? Mais elle a souligné, on tient à souligner ses 36 ans à titre d'employé municipal, que ce soit à l'époque de Melojuil ou maintenant de Beauharnois. Félicitations, Mme Fortier. Il y avait quelques questions qui étaient restées en suspens aussi lors de la dernière assemblée, particulièrement concernant le dossier du bureau de la SAAQ. Donc, vous dire que cette année, on est à peu près à 17 à 18 000 transactions qui sont réalisées annuellement. Là. Quand on regarde la courbe des dernières années, c'est assez constant. Et nous avons un déficit d'opération qui avoisine à peu près pour cette année là, en prévision de 14 000 $. C'était un peu ça l'année passée. Donc, ce que ça nous donne comme chiffre, c'est que dans le fond, on perd à peu près 1 $ par transaction qu'on fait, mais c'est un service qu'on avait décidé de maintenir auprès de la population, mais c'est une réalité. Avec maintenant où la SAQ a permis plus de latitude au niveau des différents paiements et ces choses-là, ça a fait en sorte que ça a baissé un peu notre chiffre d'affaires. Ceci étant, on travaille toujours à y trouver des solutions pour amoindrir ce montant-là. Concernant la question des assemblées extraordinaires, vous dire qu'elles sont tous déposées sur le site Facebook de la Ville. Concernant la possibilité de modifier l'arrêt d'autobus dans le secteur de la Bisonnière, nous avons la semaine prochaine, Mme Toulouse et moi, une rencontre avec les gens d'Exo afin de pouvoir justement regarder cette possibilité-là avec eux. Et je vous donne les données, parce que j'avais demandé d'avoir en même temps les données d'utilisation quotidienne moyenne par semaine. Donc, sur semaine, journalièrement, là, nous avons à peu près 120 utilisateurs. C'est assez constant. Là, on a une pointe à 150, là, mais en général, là, on tourne aux alentours de 120, 130. Et la fin de semaine, ce nombre-là est plus aux alentours de 75. Donc, c'est assez constant quand je regarde, parce que j'ai eu les données, là, je les ai reçues à 18h19 ce soir, et c'est assez constant autant au cours de l'année 2017 que 2018. Donc, ça me permet de faire du pouce sur l'intervention de Mme Poisson
et de se dire que ce service-là devrait être beaucoup plus utilisé. On a souvent des gens qui nous réclament des stationnements, mais je ne comprends pas qu'on puisse demander des stationnements quand l'autobus, là, puis j'ai été dans certaines activités où le circuit d'autobus est pile-poil avec les besoins de quelqu'un qui viendrait à une activité et qui retournerait par la suite. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est à développer. On l'a donné sur une base gratuite, mais il va falloir que ces chiffres-là soient en mesure de s'améliorer. C'est quand même un très beau service que la Ville veut offrir à sa population, mais l'utilisation, tant qu'à moi, elle est en deçà un peu de ce qu'on serait en mesure de s'attendre pour un service de cette ampleur-là. Concernant les réparations des trottoirs sur la rue Ellis, effectivement, il y a eu des travaux qui ont été faits tout au long de l'été. On a essayé d'améliorer les surfaces, les arêtes qui étaient un peu plus ponctuées à certains endroits. Évidemment, on vise toujours la réfection de la rue Ellis, donc c'est des mesures temporaires qui ont été exécutées un peu tout le long de cette rue-là. Et c'est tout. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup, madame. Ah, non. Moi, j'ai deux questions. Madame L'ITEL numéro 6.6, qui va déneiger les routes rurales? J'ai manqué le... Vous avez annulé le contrat. On a annulé le contrat, donc nous allons le reprendre à l'interne. À l'interne, d'accord. Oui. Félicitations. Félicitations aussi, le Catherine Spirit est parti, mais il y a une barge rouillée qui est toujours là. Alors, qui s'occupe de talonner M. Saint-Pierre Junior pour que la barge rouillée disparaisse aussi. Bon, et que vous ayez une promesse de ne plus défaire de l'eau dans le coin. C'est ça. Bon. Comme je l'ai mentionné au mois d'octobre, c'est malheureusement la barge en question. La garde côtière ne pouvait rien faire, entre guillemets, contre, dans le sens où il n'y a pas de produits dangereux à l'intérieur, quoi que ce soit, et elle n'est pas en désaffection. Par contre, ce que la garde côtière m'a indiqué à ce moment-là, c'est que l'intention de M. Saint-Pierre serait au printemps de la remorquer sur la berge et de la défaire sur la berge à ce moment-là. Qu'est-ce que ce sera? Écoutez, je ne le sais pas. C'est clair qu'on continue d'avoir des discussions avec M. Saint-Pierre et on va pousser dans ce sens-là. Malheureusement, là, on n'avait pas plus d'emprise que ça pour le faire. M. Savard, oui. Pour compléter l'énoncé de M. Tremblay, le gouvernement fédéral va implanter une loi sur le fleuve Saint-Laurent ici, ça a été envoyé, qui va être adaptée à la Chambre des communes à l'effet qu'il n'y aurait plus de démantèlement de bateaux. Le gouvernement fédéral. OK. Bien, ça, il en parlait pour le Saint-Laurent, puis toutes les côtes est et ouest et nord. Ils ont fini d'en parler, ils vont l'adopter. Ils vont l'adopter. En fait, c'est ce que c'est que les armateurs vont être obligés de verser des sommes dans un fonds pour s'assurer que les bateaux qui sont abandonnés, parce que juste se rappeler que le Catherine Spirit avait été abandonné à Hamilton, et que s'assurer que ces bateaux-là, justement, ne fassent plus les frais des citoyens, mais bel et bien des armateurs, et en ayant, justement, à verser dans un fonds d'indemnisation, ça devrait les rappeler à l'ordre un peu. Juste vous rappeler que le démantèlement du Catherine Spirit avec le Batardeau, là, on parle d'une dépense d'à peu près 23 millions, donc payé par l'ensemble des Canadiens. Ça va? Oui, Jean-Claude Dagenet. Vous m'expliquez que ça veut dire reprendre à l'interne. Je ne suis pas fort. Ah, non, ben, OK. Ce sont nos employés col bleu, nos employés des travaux publics, de la voirie, qui vont assurer le déneigement des rangs en question pour lesquels on voulait les céder à un entrepreneur. Donc, ce sont nos gens des travaux publics qui vont le faire, tout comme l'an passé. Tous vos équipements sont en bonne condition? En fait, on est en train de remettre aux normes un équipement qu'on pensait pas remettre au déneigement. On est en train de le remettre en condition parce qu'évidemment, ça va nous coûter meilleur marché que le fameux contrat en question. On est rendu le 6 novembre, puis en décembre, à l'occasion, il y a des tempêtes. Oui, les travaux sont en cours, soyez rassurés. Merci.
Maurice Daou, bonjour tout le monde. Deux petits points. Au niveau de l'organisation du travail, je comprends que M. Trudel est nouvellement arrivé au niveau des travaux publics de l'équipe. Est-ce qu'au niveau des neigements cette année, on va avoir un petit peu plus de qualité de travail que l'année passée? Souvent, le secteur Maple-Gros était ouvert très tard le matin et même dans l'avant-midi. Si on veut que les gens aient payé leurs taxes, il faut qu'elles travaillent et souvent on se ramassait avec des routes non déneigées ou non sans abrasif à 5h, 6h le matin. Il fallait, après, j'avais eu quelques discussions avec une certaine Mme Julie l'année passée qui m'avait expliqué que, bon, évidemment, probablement que je ne voyais pas clair, qu'elle ne voyait pas ça son véhicule natal, mais j'espère que cette année, dans l'organisation du travail, qu'on va peut-être porter attention aux qualités de services que les citoyens sont en marge de recevoir. Donc, si ça prend du temps supplémentaire, on y va, pas à n'importe quel prix, mais dans le but que le travail soit fait. Et surtout, j'ai pas loin de prendre mon tracteur pour déneiger la rue Richardson, puis entre autres la rue Saint-Joseph. C'est une chose. Au niveau de l'éco-centre, dans l'organisation du travail, serions-nous capables, des fois, de juste chevaucher les heures de dîner, dans le but de permettre à certains citoyens qui auraient peut-être du temps pour y aller sur l'heure du dîner, plutôt que d'essayer de courir, parce que le soir, à 4h30, 5h, c'est fermé. Puis évidemment, le samedi, selon les heures techniques, je sais que les heures ont été ratissées. Des fois, juste dans tout ça, si on était capable d'ouvrir le fameux 45 minutes ou une heure de dîner, si on était capable de chevaucher dans le but de maintenir le service ouvert sur l'heure du dîner, je pense que ça aiderait certains citoyens, entre autres, qui des fois, qui auraient une latitude de pouvoir y aller, parce que ceux qui travaillent évidemment à l'extérieur de la ville, que ce soit des fois où ils sont sur des horaires atypiques, ont peut-être moins de disponibilité. Donc, ce serait peut-être un plus. Pour le reste, je ne fais pas votre beau travail. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Puis de donner un petit coup de main, les travaux au parc industriel pour l'éclairage. Pendant que le contracteur est là, dans les devis, c'est marqué d'imposer des plaquettes sur les lampadaires, qu'il n'y en a pas une de poser nulle part. Aller dans le du voisin, il n'y a aucune plaquette de poser là, il n'y a pas eu dans le Richardson, il n'y a pas eu sur le Voir-Casieux, c'est toujours dans la soumission de poser des plaquettes. Notez au service d'ingénierie. Okay. Là, les bacs, la récupération de bacs, les vidanges, là, ça va être semi-automatisé, avec la bébelle en arrière. C'est possible qu'effectivement, ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement ça, mais ça pourrait aller être effectivement par la palette en arrière. Et quand il ramassait avec la palette en arrière, même la ville, quand il le faisait, il n'avait qu'une dans le stand. Quand son trou il commençait à être plein, il brossait le bac, jusqu'à temps que ça dépasse chaque bord, mais il casse toutes les bacs dans ce temps-là. Il serait supposé d'avoir deux machines en arrière pour lever, pas qu'une. Parce qu'il casse tous nos bacs de cette manière-là. Je peux vous dire que, en tout cas, je vérifierai, là, mais tous les équipements que j'ai vus avec la barre arrière, j'ai trouvé juste un appareil de levée. On l'a vu à deux, parce que le gars, il ne va pas payer pour le plus, mais il brasse les bacs jusqu'à temps qu'il remplisse son chaud. Les braques cassent. On va s'assurer si c'est ça que l'entrepreneur fait comme système de balai, qu'on va s'assurer justement. Il y en avait un qui en ramassait, parce qu'il se vendait les bacs. Il disait ton bac n'est pas bon. Merci beaucoup. Continuez votre bon travail. Merci. Merci. Bonjour, Marcel Caille. J'ai vu dans le journal qu'il y avait une nouvelle compagnie qui s'installerait dans le parc industriel pour la fabrication de réservoirs de produits chimiques, là, de chlore. C'est une vieille nouvelle. Je on sourit, c'est parce que je pense qu'ils ont manqué de nouvelles à un moment donné dans nos hebdomadaires, parce que je pense que ça fait 3 fois, si ce n'est pas 4 qui repassent. Donc, la firme en question, c'était inauguré officiellement là, à la fin du mois d'août, début septembre, là, je ne me souviens pas. Exactement. C'est la firme Brenntag. C'est une firme qui était à Cornwall jadis. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les résidus d'Axial de chlore, un peu comme Chlortech fait, et ils en font des mélanges pour mettre dans des réservoirs qui sont vendus après ça, là, que ce soit de tous des produits dérivés du chlore. Là. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est l'usine qui est là, c'est d'être capable justement de rendre ces produits-là à travers des contenants.
OK, c'est pas de fabrication de réservoir, c'est vraiment... Non, c'est de l'embouteillage, là, excusez, je cherchais le mot, là. C'est de l'embouteillage, justement, de chlore. Donc, comme je vous dis, un peu comme Chlortec. Chlortec qui sont spécialisés un peu plus vers le chlore qui s'en va vers les usines de filtration, tandis qu'eux, ce sont des petits réservoirs qu'on voit souvent, là, peinture et brun, là, couchés, qui servent justement à différentes productions, que ce soit au niveau des métaux, des choses comme ça. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils embouteillent ce chlore-là, qui est le résidu de Axial, à travers cette nouvelle usine-là. Une compagnie trop à risque? Non, c'est en fait, au contraire, justement, ça empêche de la manipulation de chlore sur les réseaux ferroviaires et autres. Donc, ils le prennent à la source. C'est ce qui a fait que, jadis, ces produits-là étaient transportés jusqu'à Cornwall. Puis depuis maintenant, là, le début, à peu près la mi-année, là, ces produits-là sont embouteillés, embouteillés, oui, effectivement, directement ici à côté de l'usine. Mon autre question, c'est au sujet de la mise, la marge de crédit, oui. L'augmentation jusqu'à 12 millions. Oui. C'est énorme comme augmentation de marge de crédit. Vous dites que c'est temporaire, c'est jusqu'à quand? C'est temporaire parce que justement, là, actuellement, la situation, c'est que nous manquons de liquidité, donc c'est pour couvrir le manque de liquidité jusqu'au prochain compte de taxes. D'ailleurs, le mois prochain, ce que vous allez avoir justement l'ensemble des prévisions budgétaires 2019, donc vous allez être en mesure d'apprécier justement pourquoi nous avons dû faire cette marge-là. Vous dites que c'est temporaire, ça va être ramené à 4 millions. Parce que justement, une marge de crédit, c'est fait pour être remboursé, donc c'est effectivement ce qu'on vise au cours de l'année 2019. L'autre question que j'ai, c'est au sujet du plan de revitalisation qu'on a vu tantôt. Je trouve que c'est un peu exagéré. C'est pas des maisons privées qu'on subventionne comme ça. Je peux comprendre un peu le boulevard de rue Ellis, là, parce qu'on voulait rénover les façades des commerces. Mais en fait, j'étais un peu contre aussi, parce que je me disais, les commerces, au moins, ils peuvent déduire ça sur leurs impôts, les réparations. On voulait revitaliser la rue, le mettre plus belle, je pouvais comprendre ça. C'est la deuxième fois que je vais passer ça. Il y avait une maison aussi, c'est la rue principale, dans la ville. Il y a une intention dans le même ordre. Je me disais, bon, c'est quoi les critères pour avoir accès à ces subventions-là? C'est un programme que la Ville a mis de l'avant en... Aidez-moi les anciens. Hein? Quelques années, effectivement. Là. Ça a commencé par la revitalisation commerciale, effectivement, qui visait la rue Ellis dans un premier temps. Et le programme a été élargi à la vitalité urbaine, donc des maisons qui doivent répondre quand même à un certain nombre de critères pour se qualifier. Mais on pourra vous fournir l'ensemble des informations sur ce programme-là, là, sans problème. Là, il est bien balisé quand même. Okay. Sur le bâtiment de la quartier. Et c'est, une des spécificités, c'est sur du bâtiment. On pourrait être débordé par des demandes de rénovation. Non, mais on a quand même une enveloppe à ce niveau-là. Lorsqu'on vote le budget, là, je veux dire qu'on recevrait 200 demandes l'an prochain. Là, on ne pourra pas répondre aux 200 demandes, c'est clair. Donc, il y a une enveloppe qui est limitée au courant de l'année et on s'en tient à cette enveloppe-là. L'enveloppe maximum qui est disponible par propriété locative, spécifiée par Mme Fortier. Donc, la subvention maximum est de 10 000 $. En fait, c'est des sommes qu'on rembourse à 50 %, donc jusqu'à un maximum de 10 000 $. Le budget de cette année, Mme Côté est en train de fouiller. C'est ça qu'on parle de chiffres. En attendant, je fais une publicité. Si vous n'avez pas d'ordinateur à la maison, allez aux ordinateurs à la bibliothèque. Il y en a 6. Ce message est en retenue et payé par Mme McKenna. Bonsoir, Mario Primo. Oui. Domaine des Arabes. Oui. Au point 4.4, je voudrais juste resituer la motion qui a été déposée. La maison des enfants Marie-Rose, c'est pas une partie du bâtiment de l'ancien collège Saint-Viateur, ça? Oui. OK. Puis là, ça va être comme relocalisé dans le manoir Ellis, quoi? Non, en fait, actuellement, la maison des enfants Marie-Rose sont logés dans la maison Bruno Valois, qui est la location du Club Optimis.
OK? La maison Bruno Valois appartient à la ville de Beauharnois. C'est le Club Optimiste qui s'en occupe. Et le Club Optimiste a prêté à la Maison des enfants les locaux pour qu'ils puissent réaliser leurs activités. La Maison des enfants, maintenant, ce qu'ils veulent, c'est rénover le manoir Ellis, qui est la partie adjacente à la commission scolaire, là, qui est ici en haut de la côte, là. Donc, le bâtiment sur lequel il y a des trompe-l'œil qui ont été installés. Leur projet est de restaurer ce bâtiment-là. Les estimés qu'ils ont, c'est au coût de 1,5 million pour lequel ils ont été chercher plusieurs subventions. Et c'est le projet que la Maison des enfants Marie-Rose a actuellement. OK. Fait que cette motion-là, ça l'enrobe tout ce projet-là qu'il y a sur la en fait, c'est que pour permettre d'avoir 50 ans pour le remboursement, pour donner de l'aide En fait, c'est ça, c'est que l'organisme va pouvoir jouir pendant les 50 prochaines années, lorsque les travaux seront exécutés, mais de pouvoir jouir justement du bâtiment pour être capable de continuer de donner ses services dans un bâtiment qui va être plus grand et mieux adapté à leurs besoins. OK. C'était des éclaircissements, je n'avais pas tout compris. Encore des éclaircissements au niveau de l'adoption de la politique d'intégration salariale du personnel cadre de la ville. Oui. Avez-vous un exemple, Monsieur X ou Madame X, whatever, là, pour mieux concrétiser qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que peut-être que je suis le seul à ne pas avoir trop compris, mais je n'ai pas compris exactement. C'est pas évident à comprendre, je vous le concède parfaitement. Bon, je vais vous donner un exemple. Vous avez un employé qui, à un moment donné, gagne 50 000 $. Donc, cet employé-là, suite soit à une réorganisation administrative ou un choix personnel, décide de postuler sur un autre poste que le maximum est de 40 000. Donc, évidemment, puis là, je vais essayer d'y aller par chacune des possibilités. Évidemment, si c'est suite à une rétrogradation parce que la personne faisait mal son travail ou quoi que ce soit, mais que c'est une personne qui avait encore un potentiel qu'on a décidé de conserver à la ville, évidemment, son salaire va être ramené à l'échelle maximum, point à la ligne. Si c'est à cause d'une réaffectation, donc d'une réorganisation à l'interne où on dit à un moment donné, les postes sont bougés et on doit, l'évaluation du salaire de ce poste-là est à 40 000. Donc, ce qu'on va faire, donc la personne en question, ça n'a pas été son choix. Donc, ce qu'on va avoir, c'est une procédure claire pour faire en sorte, parce qu'actuellement, la personne continuait de gagner 50 000 là, ad vitam aeternam. Donc, maintenant, ce ne sera pas ça. C'est que son salaire va être ramené progressivement vers le 40 000 parce que le poste qu'elle occupe, la rémunération qu'elle suggère, c'est 40 000 OK, parfait. Là, j'ai compris, mais j'avais compris, mais je voulais être sûr qu'on avait un exemple pour J'essaie de vous vulgariser ça le mieux possible. Moi aussi, j'avais une question par rapport à la marge de crédit, mais M. Craig en a parlé, fait que c'est correct. Au niveau de l'octroi, le point 8.1, octroi et ratification, l'ordre de changement numéro 11 à 17, oui. Mise au nord. J'ai vu comme 2 chiffres sur la CETAP qui étaient présentés. Il y en a un qui a été discuté en conseil, le 28 008, plus taxes, mais il y en avait un autre qui était un petit peu plus gros à côté. C'était-tu juste pour dire que l'enveloppe budgétaire totale de ce projet-là de mise à jour, c'est 800 007 et 213, puis on a comme pris un montant de 28 908 pour faire si vous additionnez les ordres de changement de 1 à 17, ça va vous donner le montant de 28 000 $. OK. Initialement, le 807 000 qui est à côté, c'est le contrat initial. C'est ça, c'est en fonction du contrat initial qui était... Parce que, juste vous expliquer, la réfection des stations de pompage s'était donnée en 3 lots. OK? Donc, parce que c'était quand même des travaux d'envergure. Donc, on a séparé chacun des 3 lots. Et dans ce lot-là, qui nous concerne particulièrement, c'était au montant, le contrat total était de 800 000 $. Et à l'intérieur de ça, les ordres de changement que nous avons reçus pour les différentes modifications que je vous ai annoncées, là, ça a coûté, dans ce cas-là, pour ceux-là spécifiquement, là, 28 000 quelques dollars. OK. C'est bon. Fait que c'était juste sur mes précisions. Merci. Aucun problème.
OK. Rénovation de façade au budget 2018. Le budget total autorisé était de 90 000 et en date du 31 octobre, nous avions 16 500 de dépensés. Merci beaucoup, Mme Côté. Bonsoir, Pascal Beauséjour. Je viens vous demander pour le SO, la station-service sur chemin Beauce. Oui. On avait déjà discuté pour les véhicules qui sortaient d'autoroute, qui n'auraient pas accès directement à la station-service, mais qui devraient faire le tour par Cadieux. J'ai remarqué qu'il y a une entrée et une sortie qui a été faite avec des bordures de ciment comme à angle pour comme diriger les gens qui puissent sortir prendre l'autoroute ou soit rentrer par Beauce direction vers l'autoroute. Mais déjà, la station-service n'est pas ouverte, puis plusieurs véhicules passent au travers pour aller au IGA. J'imagine une personne de l'extérieur avec une remorque en arrière de son camion, ne sachant pas trop comment se diriger là-dedans, probablement va trouver le passage pour pouvoir entrer à la station-service. Nos services policiers vont s'en occuper de ce bout-là. Actuellement, ce n'est pas encore en exploitation, mais c'est clair. Et les indications ne sont pas encore installées, ils n'ont pas finalisé. Oui, il y a des flèches par terre qu'on voit. Là, ils ont mis ça à angle. Mais il y a tout le temps une possibilité pareil de se faufiner. C'est sûr, sauf que c'est clair qu'à ce moment-là, ça va être une contravention parce que premièrement, c'est une ligne double qu'il y a là et les personnes n'ont pas le droit de traverser ça. Et le service de police va sûrement être vigilant. Qu'après quelques contraventions, il y a du monde qui vont comprendre. Là, s'il va y avoir le réaménagement, là, on parlait de 3 voies qui descendraient, 2 qui va avoir un terre-plein au centre. Non, il n'y aura pas de terre-plein parce que l'espace ne le permet pas. On vous a présenté les plans lorsqu'on a parlé du règlement d'emprunt. L'endroit ne permet pas de terre-plein, mais la signalisation va être indiquée clairement comme quoi les gens ne Donc, physiquement, il n'y a pas de barrière. Physiquement, il n'y aura pas de barrière, non. L'endroit ne le permettait pas. C'est bien ça. La configuration, ça va être... On va s'assurer qu'ils vont juste pouvoir entrer dans le monde. Il va y avoir de la signalisation aussi. Oui, parce que déjà, là, tu vois, il y a plusieurs véhicules pour couper le trafic, passer au travers, pour aller au IGA probablement, là, ou dans d'autres magasins. J'imagine l'Ontarien qui arrive avec son pick-up et sa roulotte de 30 pieds tournée là, il va rentrer, mais peut-être qu'il va bloquer le passage pendant une couple de minutes. C'est ça. C'est pour ça que, d'après moi, le service de police va intervenir. Puis l'idée, c'est pas de donner des contraventions, l'idée, ça va être d'améliorer la signalisation pour éviter ça. Faciliter la fluidité. Exactement. OK, merci. Parce qu'on s'est assuré justement lors de la confection puis le ministère aussi talonne énormément à ce oui, le ministère était là avec des arpenteurs qui vérifiaient la distance des bordures déjà la semaine dernière, là, où il y a 2 semaines. Là. Ils ont ça à l'œil. C'était juste pour voir s'il allait y avoir quelque chose physiquement qui empêcherait le passage. Malheureusement, non, parce que les normes du ministère, en tout cas, on va s'arrêter avec les normes du ministère. C'était quelque chose. Donc, on ne pouvait le faire et même on leur avait proposé d'autres solutions qu'ils n'ont pas acceptées. Donc, on va vivre avec celle-là. Mais ils sont bien au fait et ils suivent ça, tout comme le service d'ingénierie que M. Trudel pilote, qui suit ça de très près aussi. Puis on parlait des appels d'offres au printemps, en été, en 2019, 2020. Les appels d'offres concernant l'intersection, on va reprendre le dossier au sein du conseil, mais ça devrait, si tout va bien, débouler prochainement. L'intersection est tout le temps problématique à l'heure du souper. Oui, mais il faut se consoler. On est rendu une grande ville, nous autres aussi, on a du trafic. À Sainte-Martine, ils ont plusieurs lumières. Hein? Merci. Parlant de lumière, je ne veux pas aller là, je suis capable de Oui, je vous entends, Mme Lise. Oui. Non, ben. Juste vous lever, par exemple, juste que ça porte pour tout le monde. La fameuse lumière au coin du garage d'Esso en entrant sur le boulevard, sur le tunnel du boulevard Ménageville. Elle est tellement inutile, elle est tellement contre l'environnement parce que tout le monde attend que la lumière change. Et cette lumière-là était supposément mise là temporairement pour la construction et pour le transfert. Puis c'était prévu, puis dans le temps, M. Hainaut, il disait on va la transférer justement au coin du chemin de la Beauce parce que justement, c'est merdique au chemin de la Beauce, puis etc. Et cette lumière-là était supposée d'être enlevée parce qu'on attend à la lumière des minutes
Alors que personne de l'autre côté, c'est vraiment personne, là. Et on attend pour passer, on met du CO2, on fait... C'est contre l'environnement, c'est ridicule et c'est vraiment chiant. Excusez, là. C'est ça. Mais les lumières ont été laissées particulièrement pour le transport scolaire qui avait à tourner à cet endroit-là et pour lequel c'était pas très sécuritaire et pour lequel, je dois vous rappeler qu'il y a déjà eu des accidents mortels, malheureusement. Donc, ce qui a été demandé, c'était qu'effectivement, le feu demeure. Le problème qu'il y a, c'est que normalement, il y a un système de détection qui fait en sorte que les feux changent rapidement. Le problème, c'est que des fois, ce système-là est défectueux, puis là, ça prend du temps. Mais quand le système fonctionne très bien, vous attendez très peu de temps et automatiquement, vous avez votre flèche pour virer, évidemment, s'il n'y a pas de monde qui arrive en face, là, mais le changement se fait rapidement. Mais sauf que les gens, j'ai vu souvent les gens du ministère retourner pour refaire de la calibration parce que ça arrive souvent, malheureusement, que le système tombe en panne. Anciennement, il n'y avait pas d'autoroute. Tout le trafic passait là. C'était une zone de 70. Là, c'est rendu une zone de 50. Pour enlever la lumière facilement. Il y a souvent la police qui fait du radar aussi. Écoutez, je pense que ce feu-là, il est quand même... En tout cas, je vais vous donner mon avis, là, puis on en reparlera au sein du conseil. Mais moi, à mon avis, ce feu-là, il est nécessaire. D'ailleurs, les gens sont supposés de tourner à lumière pour aller à la station-service et pas de couper le boulevard comme ils le font. Et de temps en temps, la police s'installe là aussi, mais juste vous dire que ça reste que c'est une intersection qui était problématique. Je sais qu'au niveau de la voie maritime, ils sont supposés, et des ponts Jacques-Cartier et compagnie, là, ils sont supposés, ce que j'ai comme information, ils sont supposés de revoir aussi la configuration à la sortie du tunnel. Ça pourra être réévalué à ce moment-là, mais dans la configuration actuelle, là, pour l'instant, c'est encore là. Une question? Oui, la lumière au coin de l'Hydro-Québec, elle change seule. Tu t'en viens, tu boulevard, pour la lumière change seule. Il n'y a pas personne, là. Elle fait son temps, elle fait son toute la gang. Je pense que le ministère pourrait faire quelque chose avec ça. Celle au coin d'Hydro-Québec a le même système de détection. Il n'y en a pas, ouais, mais il n'y en a pas. Tu sais, elle va changer. Tu t'en viens sur le boulevard, elle change. Il n'y a pas personne qui est... C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé par la 236 qui a eu la chance de virer à droite sans avoir à attendre et c'est là que le feu change. Je vous le garantis, je le check souvent. Tu devrais être bon là-dedans parce que c'est dans ça qu'on a étudié tous les deux. Vu qu'on est une vitesse. Ah oui, donc. Pour vous rappeler qu'à un moment donné, quand, au commencement du mandat, vous aviez parlé de changer la zone de 50 au tunnel, à mettre ça à 70. Oui. On est à 70 tout le long, on va aller au tunnel à 50. Et on a encore des musiques à pédales qui prennent le tunnel. Il y a 15 jours encore, je suis descendu en même temps que la musique à pédale. Je me dis, donc, peut-être qu'on va à 70, il va peut-être passer du trottoir. Et s'il se fait frapper, ça va être un peu plus. La 14e avenue, qui est supposée, les avenues devaient être baissées à 30. Ils sont encore à 50. Non, 40. 40? 40. Ah, oh, oui. En tout cas, il n'ira pas mettre des limites de vitesse là, qui ne seront pas respectées. Puis dans le moment, mais ils passent des ventes, là, je ne sais pas ce qu'ils viennent, des ventes de 53 pieds, ils viennent passer là. Ils ont de la misère à le virer à l'autre bout, ils levaient quand même, mais le canal, là, ils embarquent sur une tête pleine. Ça non plus, on n'a pas de moyen de... Oui, encore là, les camions sont... Bon, on va poigner un par un. Bon, pour ce qui est du tunnel, le ministère des Transports nous a dit oui, nous allons ramener la limite à 70 km/h. Madame Fortier fait un suivi régulier là-dessus parce qu'elle sait que c'est un de mes dadas. Et nous attendons toujours parce qu'ils ont toujours une contrainte en quelque part pour faire en sorte de retarder. Mais au moins, c'est clair, la limite va être fixée à 70 km/h au tunnel. Un de ces quatre. Un de ces quatre. Concernant les camions, ils n'ont absolument pas le droit de passer par la 14e. On a même eu des rencontres avec Autoroute 30 lorsqu'ils ont fait des déviations pour s'assurer qu'il y ait une meilleure signalisation.
parce qu'à un moment donné, lorsqu'ils ont fermé des tronçons et que la circulation s'est dirigée vers la 132, on a eu beaucoup de problèmes et la police est intervenue à plusieurs reprises. Donc, les camions qui passent là, et un 53 pieds en livraison locale, là, on ne voit pas ça souvent. Donc, les seuls qui sont autorisés, c'est une livraison locale. Puis, j'ai pas vu grand commerce à la 14e avenue pour avoir des choses aux 53 pieds. Donc, c'est interdit, c'est très clair. C'est interdit sur le chemin du canal aussi. Mais, accessoirement parlant, il pourrait peut-être y avoir une livraison avec ce type de véhicule-là, mais vous avez encore une fois des doigts d'une main pour les compter. Concernant la limite à 40 km/h dans les rues résidentielles, maintenant, ce projet-là n'est pas abandonné. Mme Poisson est en train de travailler sur un comité de mobilité durable avec tout ce qui en découle. Trop de mots dans ma bouche. Tout ce qui en découle. Donc, ce dossier-là va être référé au comité pour analyse et on va vous revenir par la suite. D'après moi, l'analyse devrait être positive. Je ne veux pas influencer la réponse tout de suite, là, mais il m'a poussé bien fort là-dessus. Parce que vous savez, depuis qu'ils ont la 30 est ouverte, c'est le boulevard 114. C'est vrai sur Lucienne Charette aussi, c'est vrai sur toutes les routes, tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas capable d'ouvrir les autres. Avec Mme Toulouse, on a regardé, bon, premièrement, on a fait faire des relevés de circulation à ce niveau-là pour savoir ce qu'il en était, autant au niveau de la vitesse que du nombre d'utilisateurs. On regarde certains projets à ce niveau-là qui pourraient être faits, mais on est à ça aussi, là, ça va être des discussions qu'on va avoir avec le comité, mais Mme Toulouse a poussé des idées à ce niveau-là et on va regarder si effectivement on pourrait aller de l'avant. Puis je peux vous donner un exemple. À Maple Grove, la rue de la Gare est à 30 parce qu'anciennement, justement, les gens du vieux chemin, la rue Saint-Laurent, passaient à la rue de la Gare pour aller prendre le boulevard, puis il n'y a pas d'autoroute, c'est pas le boulevard. Puis la rue est à 30. Elle est encore à 30 d'ailleurs. Elle est encore à 30. J'imagine que ça ne doit pas être dur, nous autres, de mettre ça à 30, vu que... Les zones c'est parce que c'est vrai que c'est une mesure ancestrale qui est là, mais les zones de 30 sont limitées uniquement autour des parcs et des écoles et sur des périodes données. D'ailleurs, à un moment donné, il s'était mis à mettre ça parce que c'était le fun, on ne peut pas donner plein de contraventions. Et si vous regardez maintenant au niveau des écoles, c'est très clairement indiqué, c'est entre 8h et 17h, puis c'est entre le mois de septembre et le mois de juin. Donc, à un moment donné, là, il y a eu parce que justement, c'était rendu des trappes à contravention, et c'est ce qui est établi. Donc, les zones de 30 sont limitées uniquement à ces endroits-là. On va attendre. Mais c'est une mesure ancestrale qui est les gens vont pour être bien patients. Ça a pris bien des années avant de faire passionner bateau. Un jour, on passera à 70, puis à 40. Mme Poisson travaille très ardemment sur son comité, puis je peux vous le garantir. Je reviens sur la marge de crédit. Il a été mentionné que c'était une marge de crédit temporaire. Est-ce que c'est à considérer des factures qui vont, quand le projet sera terminé, qui sera converti en règlement d'emprunt ou c'est tout autre? Non, il y a certains montants qui, effectivement, vont aller finir dans les règlements d'emprunt qui sont encore ouverts. Mais ceux-là, ils ont déjà du financement temporaire de prévu. C'est pas pour ceux-là. Parce la marge de crédit actuellement qu'on a besoin, c'est pour payer les dépenses courantes. L'épicerie, comme on dit. L'épicerie, comme on dit. La 4 millions est en place depuis combien de temps environ? Longtemps, récemment? Ça fait plusieurs années. Ah oui? D'accord. J'imagine que ça a une durée de vie, cette marge-là. 6 mois, elle a 1 an, renouvelable dans 1 an. Il y a toujours des conditions à tout crédit. C'est 1 an? Je vais vous dire, franchement, j'ai pas vu les modalités encore de l'emprunt, parce qu'on n'a pas eu à le signer, mais c'est une marge de crédit qui est renouvelable. Oui, c'est ça, c'est un crédit rotatif, c'est actuellement avec des temps et conditions. C'est ça. Mais l'objectif, je vous dis, c'est de ramener cette marge-là le plus bas possible. La marge de 4 millions, comme vous dites, elle est là depuis de nombreuses années, parce que c'est un peu toujours la même chose sur la fin de l'année, tant qu'on n'a pas le premier relevé de taxes où les taxes commencent à rentrer février-mars. Évidemment, il y a toujours une période là, où c'est un petit peu plus critique. C'était de là la marge de crédit, mais cette année, c'est clair
on en a besoin d'une supplémentaire. Le questionnement des citoyens de 4 à ce montant-là, c'est assez important. Y a-t-il des vues que, je sais pas, dans 6 mois, vous donnez un peu d'informations à ce sujet de ce crédit en place? On est rendu à combien? C'est utilisé à quel escient? Aucun problème. Ça, on va vous faire rapport. Puis comme vous dites, je pense que vous allez avoir beaucoup d'informations au mois de décembre qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux la situation. J'ai une petite question sur le transport local que tu as parlé tantôt sur environ le nombre d'utilisateurs. Est-ce qu'il y a un échantillonnage à savoir les gens se dirigent vers quel endroit? Est-ce qu'ils s'en vont vers le mini-centre de Champ-Haut, ils se dirigent vers le bas, ils vont à l'école? Parce qu'il semble y avoir beaucoup d'étudiants aussi qui utilisent ça comme moyen de transport. Vous l'utilisez, moi, assez régulièrement. Ouais. Effectivement, je vais vous dire qu'on a quand même une bonne catégorie de travailleurs qui l'utilisent, qui travaillent sur le territoire. Il y a aussi, d'ailleurs, j'ai fini par même, j'ai fait un petit peu de promo du côté de l'ISO parce qu'elle arrête juste en bas de la côte et c'est parfait pour bien du monde. Fait que, oui, il y a des travailleurs qui aussi l'utilisent. Ce que je vous dirais, c'est que les deux catégories que moi j'ai vues quand je l'utilise, c'est soit travailleurs effectivement ou étudiants. La population qui autrement se déplace, ne serait-ce pour aller faire des courses, aller au restaurant ou quoi que ce soit, je vais vous dire que j'en vois pas souvent. D'accord. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, n'en voyant pas, je vous donne rendez-vous le 4 décembre prochain. Il y aura 2 assemblées. La première sera consacrée aux prévisions budgétaires 2019 et la deuxième assemblée sera notre régulière. Sur ce, merci beaucoup. Bonne soirée.